Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le Sahara occidental. Il y a du nouveau, on dirait. Une annonce du Front Polisario, toute récente, d'hier même, 24 octobre 2025. Ça bouge un peu, juste avant que l'ONU se repenche sur le dossier fin octobre. Pour en parler, on s'appuie sur quoi? Un article de presse assez frais, et puis une analyse un peu plus large qui regarde le contexte juridique, géopolitique. C'est ça. L'idée, c'est simple, on essaie de décrypter ensemble cette nouvelle proposition du Polisario. Qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? On va la replacer dans l'histoire longue de ce conflit, et puis regarder les enjeux pour tout le monde, Maroc, Algérie, le peuple sahraoui bien sûr, et puis les acteurs internationaux, les États-Unis notamment. Bon, alors on y va? Oui, allons-y. Et c'est important de rappeler d'emblée que c'est un conflit qui s'éternise, presque un demi-siècle. C'est vraiment un cas d'école, si on veut, de décolonisation inachevée en Afrique. Et ça touche à tout, la souveraineté, le droit international, l'exploitation des ressources aussi. Et bien sûr, ça cristallise des tensions régionales très très fortes. Un vrai millefeuille d'enjeux. D'accord, alors commençons par l'actu chaude. Cette annonce relayée par Jeune Afrique, le chef de la diplomatie du Polisario, Mohamed Yaslem Beyssat, il dit quoi? Que le Polisario serait prêt à accepter le plan d'autonomie marocain. Ça, c'est fort comme déclaration. Ah oui, c'est marquant. Mais il y a un mais, une condition essentielle, cruciale même. Il faut que cette option d'autonomie soit soumise, avec d'autres, à un référendum. Un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Benjessat y présente ça comme un pas vers les Marocains. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Il parle d'une proposition élargie qui a été présentée à l'ONU le 20 octobre. Et cette proposition, elle inclurait quoi? Les 3 options classiques du droit international en fin de décolonisation. L'indépendance, l'intégration au Maroc, et puis une sorte de pacte d'association libre. C'est ça. Et c'est cette 3e voie, selon lui, qui pourrait ressembler au plan marocain. Oui, alors ce qui est notable ici, c'est le timing et puis cette conditionnalité très très ferme sur le référendum. Pourquoi maintenant cette ouverture même conditionnelle? Les sources qu'on a suggèrent plusieurs choses. D'abord, une pression américaine qui semble s'accentuer pour trouver une solution. D'accord. Et puis, il y a l'échéance à l'ONU, le renouvellement du mandat, le MINURSO, qui approche. Donc ça met la pression. Mais, et c'est le point clé, le Polisario martèle que le référendum, ça, ce n'est pas négociable. Bessa est très clair là-dessus, discuter de la proposition d'autonomie en dehors du cadre d'un référendum n'est pas envisageable. Pour eux, techniquement, tout est prêt depuis longtemps, depuis le recensement de l'ONU en 2000. L'argument reste le même. Il faut présenter plusieurs options aux Sahraouis, y compris l'indépendance, et ils disent qu'ils respecteront le résultat quel qu'il soit. Mais est-ce que cette insistance quasi obsessionnelle sur le référendum, qui n'a jamais eu lieu en presque 50 ans malgré tous les plans de l'ONU, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rester sur une position très ferme tout en ayant l'air de faire une concession? C'est une interprétation possible, bien sûr, mais si on se place du point de vue du Polisario, et surtout du droit international, le référendum, ce n'est pas une position maximaliste, c'est le mécanisme normal prévu par le droit pour terminer une situation de décolonisation. C'est ça le fondement. D'accord. Et ça nous amène justement au cadre juridique plus large. Notre deuxième source le détaille très bien. Pour l'ONU, le statut officiel du Sahara occidental, c'est territoire non autonome. En clair, la décolonisation de l'Espagne est inachevée. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et dès 1966, l'Assemblée générale parlait du droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination. Elle demandait déjà à l'Espagne d'organiser un référendum. Oui, et il y a eu aussi cet avis de la Cour internationale de justice, la CIJ, en 1975. C'est fondamental, ça aussi. La Cour avait dit, en gros, qu'il n'y avait pas de lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental, avant l'arrivée des Espagnols. Exactement. Même s'il y avait des liens d'allégeance entre certaines tribus et le sultan. Mais l'allégeance, ce n'est pas la souveraineté territoriale. Juridiquement, ça change tout. Tout à fait. Et ça a des conséquences très directes sur la façon dont le droit international voit le dossier. Le principe d'autodétermination, c'est vraiment la clé de voûte juridique ici. C'est sur ça que repose toute la demande de référendum. D'ailleurs, la source analytique qu'on a utilisée souligne que ce conflit est souvent vu comme un exemple frappant de l'échec de l'ONU à mettre en œuvre un cas de décolonisation pure et simple. Ah oui?
Quand même. Ça montre bien à quel point le fait de ne pas appliquer ce principe est considéré comme un problème majeur. Un demi-siècle d'attente, c'est énorme, c'est toute une vie pour beaucoup de gens. Et cette situation juridique floue, cette attente a des répercussions très concrètes, notamment sur un sujet hypersensible, l'exploitation des ressources naturelles du territoire. On a vu la Cour de justice de l'Union européenne, la CJE, annuler plusieurs fois des accords commerciaux, des accords de pêche entre l'UE et le Maroc. Pourquoi ces annulations ? Alors là, le raisonnement de la Cour européenne, il est fascinant parce qu'il touche vraiment aux fondamentaux du droit international. D'abord, et c'est logique, le respect du principe d'autodétermination du peuple sahraoui. C'est la base. Mhm. Ensuite, un autre principe important, l'effet relatif des traités. Ça veut dire quoi ? Qu'un traité ne lie que les États qui l'ont signé. Il ne peut pas s'appliquer légalement à un territoire tiers, comme le Sahara occidental ici, sans le consentement clair de son peuple. Le consentement du peuple sahraoui. Exactement. Et la Cour a estimé que les consultations menées par l'Union européenne avec certains acteurs locaux ou économiques, ça ne suffisait pas. Ça ne valait pas consentement du peuple. Notamment parce que les réfugiés dans les camps de Tindouf, qui sont quand même une partie importante de ce peuple, n'avaient pas été consultés. Et en plus, la Cour a dit qu'il n'y avait pas de preuve que l'exploitation de ces ressources profitait vraiment directement au peuple sahraoui lui-même. D'accord. Donc, sans consentement valable et sans bénéfice clair pour le peuple concerné, eh bien, pour la Cour, cette exploitation est illégale au regard du droit. Cette question du consentement, elle est centrale. Et ça nous ramène forcément aux acteurs qui pèsent sur le terrain. Les voisins, pour commencer. L'Algérie, quelle est sa position exactement ? L'Algérie, sa position est constante depuis des décennies. Et nos sources le rappellent bien. C'est un soutien sans faille au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour Alger, c'est une question de décolonisation qui doit être réglée par les Nations Unies. Point. Mhm. Et c'est d'ailleurs sur son sol, près de Tindouf, que sont installés les camps de réfugiés sahraouis depuis 1975. Et aussi les institutions de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, que le Polisario a proclamée. Et la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, ça montre bien l'ampleur de la tension. Ah oui, ça illustre parfaitement à quel point ce différend empoisonne les relations régionales. C'en est même le cœur en grande partie. Donc, l'Algérie se voit un peu comme le défenseur du droit international sur ce dossier. Mais comment ça s'articule avec les pressions extérieures ? Les pressions américaines, par exemple ? Ah, voilà une question clé. C'est là que les choses se tendent particulièrement en ce moment. Les sources qu'on a indiquent assez clairement une pression de Washington sur Alger. Le but serait qu'Alger, disons, assouplisse sa position et qu'elle encourage une solution basée sur le plan d'autonomie marocain. Ah oui. Oui, cette pression s'inscrit dans un contexte plus large. La décision de l'administration Trump en 2020 de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire, une décision choc à l'époque. Et sur laquelle Biden n'est pas revenu. Exactement, l'administration Biden n'a pas annulé cette reconnaissance. Et donc, Washington pousse maintenant pour que les tables rondes reprennent, celles qui réunissent Maroc, Polisario, Algérie, Mauritanie, comme le demande la résolution 2062 du Conseil de sécurité. Mais avec une finalité qui semble déjà un peu écrite, l'initiative marocaine. Les sources parlent même d'une tentative américaine de faciliter un deal. Un deal qui, du coup, chercherait à contourner l'option de l'indépendance par référendum, c'est ça l'idée ? C'est comme ça que c'est interprété par beaucoup d'observateurs et très certainement par le Polisario et par Alger. L'objectif américain, officiellement, c'est la stabilité régionale, c'est de renforcer l'influence américaine au Maghreb, logique de leur point de vue. Mais ça semble compliqué ? Oui, parce que cette approche se heurte à des murs. D'un côté, comme le dit une de nos sources, il y a l'animosité historique entre Rabat et Alger. C'est un euphémisme, ça rend toute médiation hyper difficile. Et de l'autre côté, il y a la position algérienne, elle est très solidement ancrée sur les principes de l'ONU, décolonisation, autodétermination. C'est difficilement compatible avec une solution qui zapperait le référendum, avec toutes les options, y compris l'indépendance. Du coup, la pression américaine, elle ajoute encore de la tension à un jeu qui est déjà extrêmement complexe et bloqué. Bon, alors si on essaie de faire une petite synthèse, on a quoi sur la table ? On a une ouverture peut-être tactique du Polisario, prêt à discuter de l'autonomie, mais seulement dans le cadre d'un référendum qui inclut aussi l'indépendance. C'est ça ? C'est ça. En face, on a le Maroc, qui reste ferme sur son plan d'autonomie, présenté comme la seule solution réaliste. Voilà. Et tout ça se joue sur fond d'un droit international qui dit autodétermination, mais qui n'arrive pas à s'appliquer concrètement depuis 50 ans. Oui, un droit international un peu
impuissant, on pourrait dire. Avec en plus des batailles juridiques sur les ressources naturelles, une Algérie très impliquée, et des pressions américaines qui essaient de pousser vers une solution bien précise. C'est exactement ça. On est vraiment face à ce qu'on appelle un nœud gordien. C'est très difficile de voir comment débloquer la situation. Comment réconcilier l'offre marocaine d'autonomie, qui a quand même des soutiens internationaux importants, les États-Unis, la France, l'Espagne maintenant, avec l'exigence du Polisario. Une exigence fondée sur le droit international, rappelons-le, d'un référendum complet. Surtout avec cette rivalité Maroc-Algérie en toile de fond. Exactement. Dans ce contexte régional hyper tendu, ça paraît très compliqué. Et la politique américaine actuelle qui reconnaît la souveraineté marocaine, tout en appelant au dialogue. Ça ajoute une couche de complexité, voire de contradiction. La marge de manœuvre pour trouver une solution politique qui soit, comme dit l'ONU, juste, durable et mutuellement acceptable, eh bien, elle semble très étroite aujourd'hui. Donc si on doit retenir les points essentiels de tout ça, premièrement, il y a cette manœuvre diplomatique du Polisario, une offre conditionnelle, peut-être pour répondre aux pressions, tout en maintenant l'exigence clé du référendum avec l'indépendance. Oui, un mouvement tactique probablement. Deuxièmement, le cadre juridique international de la décolonisation reste la référence centrale, même si concrètement on est dans l'impasse depuis des lustres. Le droit est là, mais son application bloque. Troisièmement, on voit bien l'importance croissante politique et juridique de cette notion de consentement du peuple sahraoui. Les procès sur les ressources naturelles en Europe l'ont vraiment mis en lumière. Tout à fait, c'est devenu un enjeu majeur. Et enfin, impossible de comprendre quoi que ce soit sans prendre en compte le poids énorme des tensions régionales Maroc-Algérie et l'influence américaine qui essaie clairement d'orienter le jeu dans une direction. Absolument. Ces dynamiques régionales et internationales sont déterminantes. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond pour la suite. Une question assez vertigineuse, en fait. Au-delà des positions actuelles, des tactiques, des pressions extérieures, est-ce qu'il existe encore une voie politique réaliste pour organiser enfin ce fameux référendum d'autodétermination ? Un référendum qui soit juste, équitable et dont le résultat serait accepté par tout le monde, y compris la diaspora sahraoui qui est très importante. Ou bien est-ce que les blocages accumulés depuis presque 50 ans sont devenus tellement forts que cette perspective est de plus en plus illusoire ? Et est-ce que ça condamne la région à une instabilité qui va durer encore longtemps ? C'est une question essentielle en effet, mais elle montre bien que malgré les petites phrases ou les annonces récentes, le chemin vers une solution définitive pour ce conflit, il reste encore très long et très incertain. Voilà, c'est sur cette réflexion qu'on va conclure notre discussion d'aujourd'hui sur le Sahara occidental. Merci de nous avoir suivis.